Tu ne sais plus ce que tu signes. Alors laisse-moi gérer. C'est cette phrase-là, exactement celle-là, prononcée un soir de novembre, dans ma cuisine, à Reims. Ma belle-fille se tenait devant moi, les bras croisés, un stylo à la main, une pile de papier posée entre nous, comme un mur. Elle avait ce ton sec, légèrement impatient, qu'elle prenait dès qu'elle voulait me faire sentir vieille, incompétente, de trop. Tu ne sais plus ce que tu signes. Alors laisse-moi gérer. Elle n'avait pas crié. Elle ne m'avait pas insulté directement. Elle n'avait pas parlé de vieille folle, ni de déclin. Non, c'était plus subtil, plus propre, plus dangereux. Elle disait ça devant mon fils. Et lui, il ne disait rien. Je me souviens très précisément de ce qui se passait autour de nous ce soir-là. La casserole de soupe encore chaude sur la plaque, l'odeur d'oignons et de laurier, la petite horloge au mur qui faisait son tic-tac obstiné, le ciel de Reims déjà noir derrière la fenêtre, avec les reflets des réverbères sur les vitres. Je me souviens de mon cœur qui s'est mis à battre trop fort. Pas parce que je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Au contraire, parce que je le comprenais trop bien. Elle parlait comme si j'étais absente alors que j'étais juste là, assise à la table, un document entre les mains, mes lunettes sur le nez. J'ai levé les yeux vers mon fils. Il regardait son téléphone comme s'il ne voulait pas être là, comme s'il refusait d'entendre. Je comprends très bien ce que je signe, ai-je répliqué doucement. Ma voix tremblait un peu, mais mes mots étaient clairs. Je les avais choisis. Je tenais à ce qu'ils sortent de moi, de ma bouche, de ma tête encore parfaitement lucide. Elle a souri, ce sourire en coin que je connaissais désormais trop bien. Un sourire qui ne contenait rien de doux. « Maman, arrête !» a soupiré mon fils. « Claire veut juste t'aider. Claire veut juste t'aider. » Combien de fois ai-je entendu cette phrase? Combien de fois Mathéon ont servi l'aide comme un couvercle sur ma bouche? Claire s'est assise en face de moi, posa ses deux mains bien à plat sur la table et articula comme on parle à un enfant. La banque, les impôts, l'assurance, tout ça, c'est compliqué maintenant. Tu te trompes dans les dates, tu oublies des choses. Ce serait mieux si tu me donnais une procuration. Comme ça, je signerai pour toi. Tu n'auras plus à t'inquiéter. Elle glissa un formulaire vers moi, le stylo à côté. Le mot « procuration » était écrit en gros en haut de la page. Je l'ai lu une fois, puis une deuxième. Mon cœur battait si fort que j'entendais presque mon pouls dans ma tête. Je n'avais pas oublié. Je n'avais pas confondu. Je n'avais pas perdu la mémoire. J'avais 78 ans, oui. J'étais plus lente, oui. Mais je savais encore lire. Et ce que je lisais là, ce n'était pas un petit papier pour t'aider. C'était un document qui permettait à ma belle-fille d'agir en mon nom, de signer à ma place, de parler à ma banque, à mes assurances, à l'administration, sans même que je sois là. Je ne suis pas incapable, ai-je murmuré. Personne ne dit ça, a répondu Claire. Mais objectivement, tu deviens fragile. Tu veux rester chez toi, non? Tu veux éviter les complications? Elle avait laissé ce mot en suspens. Complications, comme une menace douce, presque invisible. Mon fils, lui, a finalement levé les yeux. Maman, tu sais que je travaille beaucoup. Je n'ai pas le temps pour toute cette paperasse. Claire gère très bien. Elle le fait pour ses parents aussi. Pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Pourquoi je ne lui fais pas confiance? J'avais envie de lui répondre. Parce que je t'ai déjà fait trop confiance. À toi, à elle, au notaire, au banquier, aux gens qui parlent vite avec des mots que je ne maîtrise pas. Parce que je suis fatiguée d'être traitée comme un meuble qu'on déplace, une signature qu'on arrache. Mais je ne l'ai pas dit. Pas encore. Je me suis levée pour poser la soupe sur la table. Mes mains tremblaient un peu. Claire en a profité. « Tu vois ?» dit-elle à Thomas. Elle tremble. Elle ne se rend même pas compte. Tu veux vraiment attendre qu'elle fasse une bêtise avec ses comptes? Elle tremble, comme si tout mon être se résumait à ce geste. Je me suis assise. La procuration était toujours là, devant mon assiette. Comme un test, comme un piège. Je l'ai repoussée. Je ne signerai pas aujourd'hui. Silence. Le tic-tac de l'horloge. Le bruit de la pluie contre la fenêtre. La cuillère qui heurte le bord du bol. Claire a souri un sourire sans chaleur. Très bien. Réfléchis. Mais plus tu attends, plus ce sera compliqué pour tout le monde. Elle s'est levée, a rangé ses affaires avec des gestes secs,
On en reparlera. Et tu finiras par comprendre que c'est pour ton bien. Encore cette phrase. Pour ton bien. Elle est sortie de la cuisine, laissant derrière elle une traînée de parfums forts et de tension. Thomas a soupiré. Pourquoi tu compliques toujours tout, maman? J'ai baissé les yeux vers mon bol. Je n'avais plus faim. Ce soir-là, une peur différente s'est installée en moi. Pas la peur de mourir, pas la peur de tomber malade. Non, la peur d'être dépossédée. La peur de devenir une ombre administrative, une vieille femme dont on signe le nom sans lui demander, dont on vide les comptes pour lutter contre l'oubli, dont on décide du sort pour son bien. Cette peur-là m'a empêché de dormir. J'ai tourné, retourné la scène dans ma tête, les mots de Claire, le regard fuyant de mon fils, le formulaire, le mot procuration, et quelque chose, au fond de moi, a fait un déclic silencieux, mais irréversible. Si je ne faisais rien, on me volerait, pas seulement mon argent, pas seulement ma maison, mais ma capacité d'exister à mes propres yeux. Je ne le savais pas encore ce soir-là, dans ma petite maison de Reims, mais cette phrase, tu ne sais plus ce que tu signes, allait me conduire, quelques mois plus tard, à pousser une porte que je n'aurais jamais imaginé franchir, celle du commissariat, pour porter plainte contre ma propre belle-fille, pour abus de faiblesse. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, à ce soir où Claire a posé cette procuration devant moi, je me rends compte que rien n'est arrivé d'un coup. Toutes les histoires d'abus commencent bien avant le premier document suspect. Elles commencent dans les années où l'on baisse la garde, dans les silences que l'on justifie, dans les concessions que l'on fait pour la paix de la famille. Alors, pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut revenir en arrière, bien en arrière, à une époque où je ne pensais pas qu'un jour, à Reims, je pousserais la porte d'un commissariat. Je suis arrivée à Reims en 1974, fraîchement mariée avec Alain, un homme droit, travailleur, aimant, un homme simple, mais solide, comme la cathédrale. Il disait que Reims était une ville qui vous tient debout, même quand vous avez envie de tomber. Il n'avait pas tort. Nous vivions dans un petit appartement rue de l'Université. Une maison sans prétention, mais pleine de lumière, avec un jardinet que j'ai chéri comme une troisième main. J'ai travaillé à l'hôpital, pendant 23 ans, comme aide-soignante. Un métier difficile, mais qui m'a appris deux choses. On ne mesure pas la valeur d'une personne à la rapidité de ses gestes, et la dignité est la dernière chose qu'on doit rendre. Des leçons qui allaient me servir bien plus tard, mais je ne le savais pas encore. Notre fils, Julien, est né un matin de décembre, un enfant calme, doux, souriant. Je revois encore ses petites mains agrippant mon doigt, ses premiers pas dans le couloir, sa façon de s'endormir sur le canapé en écoutant Jacques Brel à la radio. Alain disait souvent « Ce petit-là, il aura un bon cœur. Il est né avec. » Et il avait raison. Julien a grandi avec une générosité naturelle, une confiance presque naïve dans les gens, la même qualité qui allait, plus tard, devenir son point faible. Alain est tombé malade jeune, trop jeune, un cancer agressif. Il est parti en 3 ans. Pendant ces 3 ans, Julien n'a jamais manqué un rendez-vous d'hôpital, jamais manqué une visite, jamais manqué une occasion de tenir la main de son père. Il n'était pas seulement mon fils, il était déjà un homme. Quand Alain est mort, Julien avait 27 ans. Et moi, j'avais l'impression d'avoir perdu la moitié de mon corps. Mais je me suis tenue droite, comme Reims, pour lui, pour notre maison, pour notre mémoire. Puis Claire est entrée dans nos vies. Je me souviens très bien de la première fois qu'il me l'a présentée. Une jeune femme élégante, sûre d'elle, avec ce sourire étudié qu'on retrouve chez ceux qui savent plaire quand ils le veulent. Elle parlait vite, riait fort, bougeait beaucoup. Une femme moderne, disait Julien. Une femme dynamique. Elle a été charmante au début. Oh oui, très charmante. Jeanne, votre tarte est incroyable. Jeanne, vous avez une maison tellement chaleureuse. Jeanne, vous êtes comme une seconde maman. J'étais fraîchement veuve, un peu perdue, un peu vide. Et Claire. Claire est arrivée comme une présence, une compagnie. Je l'ai accueillie avec sincérité, avec confiance. Elle aidait à mettre la table.
me proposait son bras quand on marchait, me demandait des recettes, m'apportait des fleurs. J'ai trouvé ça si touchant. Je n'avais pas vu pas encore que son regard ne se portait pas vraiment sur moi. Il se portait sur ce qui m'appartenait, ma maison, mes papiers, mes comptes, mes habitudes, mon fils. La première fissure, je l'ai sentie lors de leur mariage civil, à la mairie, quand l'adjoint a annoncé « Vous pouvez désormais unir vos biens si vous le souhaitez ». Claire avait serré un peu trop fort la main de Julien. J'avais vu son regard glisser vers moi un instant. Juste un instant, un éclair, un calcul. À l'époque, j'ai chassé l'idée. J'ai pensé que la douleur de l'absence d'Alain me rendait paranoïaque. Puis il y a eu les dîners où elle corrigeait mes souvenirs, les conversations où elle me coupait pour replacer les choses dans leur contexte, les petits rires lorsqu'elle disait que je devrais me mettre à la page, les moments où elle parlait pour moi, répondait à ma place, ou expliquait mes hésitations par un sourire complice à mon fils. Tu vois, ta mère se mélange un peu parfois. C'est normal. Julien ne voyait rien, ou refusait de voir, ou ne comprenait pas ce qui était en train de se jouer. Et moi, je me taisais, par pudeur, par peur d'imaginer le pire, par envie de croire que j'avais encore une famille à laquelle m'accrocher. Mais la phrase « Tu ne sais plus ce que tu signes, alors laisse-moi gérer » n'est pas née ce soir-là dans ma cuisine. Elle était la conclusion d'années de petites remarques, d'années où elle me qualifiait de fragile, d'années où elle prenait de plus en plus de place dans ma vie. Dès que Julien avait le dos tourné, elle ne voulait pas m'aider, elle voulait me remplacer, effacer la femme que j'étais pour devenir la femme qui décide à ma place. Et moi, j'avais laissé faire, par amour pour mon fils, par peur de le perdre, par fatigue aussi, jusqu'à ce que la lassitude devienne lucidité, jusqu'à ce que la lucidité devienne résistance. Et cette nuit-là, après la procuration, assise seule dans ma cuisine de Reims, j'ai compris que les racines de ce piège remontaient loin, très loin, et j'ai pris la décision que je n'aurais jamais imaginée un jour. Je n'allais plus rester silencieuse. On croit toujours que les humiliations commencent par de grands gestes, par des cris, par une dispute spectaculaire. Mais non, elles commencent comme une pluie fine, d'abord imperceptible, presque légère, puis, à force de gouttes, elles transperçant la peau. Avec Claire, c'était exactement ça. De petites piqûres, de petites phrases, de petits gestes qui, mis bout à bout, finissent par creuser des trous dans une vie. Les premiers signes de rejet ont été presque invisibles. Un jour, elle a commencé à répondre à ma place, lorsque quelqu'un me posait une question. Pas toujours, pas brutalement, mais juste assez pour que je sente une main se glisser dans mon espace. Elle préfère rester assise. Elle se fatigue vite, disait-elle au déjeuner chez des amis de Julien, alors que je n'avais rien demandé. Elle ne mange plus beaucoup de viande, expliquait-elle au boucher, alors que je mangeais encore très bien. Elle a du mal avec les chiffres, disait-elle à la banque, sourire poli, alors que je gérais mes comptes depuis 40 ans sans jamais un découvert. Et mon fils, il souriait, comme si tout cela était normal, comme si Claire était une extension de moi-même, comme si elle me connaissait mieux que je ne me connaissais. Peu à peu, je devenais une silhouette, une présence floue dans ma propre vie. Ensuite, il y a eu les conversations où l'on parlait au-dessus de moi. Je détestais cette sensation. On discutait de projets, de travaux dans la maison, de démarches administratives, et à un moment, sans que je sache comment, la conversation basculait hors de ma portée. Claire parlait vite, très vite, avec des mots que je n'utilisais jamais. Optimisation fiscale, gestion patrimoniale, arbitrage, transfert, automatisé. Elle déployait tout un vocabulaire destiné à exclure, à me faire taire, pas en me coupant. Non, elle était plus habile. Elle me noyait sous des termes pour que je n'ose plus intervenir. Et quand j'essayais de poser une question, elle répondait « Ne t'inquiète pas, Jeanne. Ce n'est pas très important pour toi. Laisse-nous gérer. Laisse-nous gérer. » 3 mots qui sonnent comme une confiscation. À force, on commence à se sentir idiote, vieille, devenue inutile par simple glissement. Il y eut aussi ces moments où elle oubliait de me prévenir. Un jour, elle a pris les clés de la maison, sous prétexte de passer arroser les plantes. Je n'ai rien trouvé à redire. Elle semblait pleine de bonnes intentions. Mais la semaine suivante,
alors que je m'apprêtais à ouvrir le buffet pour sortir ma nappe du dimanche, j'ai découvert que plusieurs objets avaient changé de place. Des bibelots offerts par Alain étaient dans une autre pièce. Un cadre avait disparu. Mes papiers n'étaient plus là où je les avais mis. Je n'en ai rien dit à Julien. Je me suis demandé si je devenais paranoïaque. Être avais-je déplacé moi-même ces objets? Être ma mémoire me jouait-elle des tours? C'est ce qu'elle voulait. Que je doute de moi, que je m'excuse d'exister, que je remette en question ma lucidité. Puis il y a eu les remarques déguisées, enveloppées dans un sourire. Un soir, lors d'un dîner, alors que j'avais laissé tomber un simple verre, elle a dit, en haussant les épaules, « C'est normal. À cet âge, les gestes deviennent moins sûrs. Tout le monde a ri, moi aussi, pour ne pas gêner. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fendu. Un autre jour, alors qu'elle rangeait la cuisine, elle a lancé comme par réflexe, « Tu devrais être envisager une aide à domicile, Jeanne. C'est fatigant une maison. » « Tu sais, je me débrouille très bien, » ai-je répondu. Elle a levé un sourcil. « Oui, oui, pour l'instant. » 2 mots ajoutés pour s'insinuer dans ma tête. Pour l'instant. Puis vinrent les petites intrusions numériques. Un jour, on m'a demandé mon code de téléphone pour configurer une application. Le lendemain, c'était mon mot de passe d'ordinateur. Puis, celui de mes mails. Elle disait que c'était pour m'aider au cas où. Je l'ai laissé faire, par naïveté, par lassitude, par peur que mon fils pense que je rejetais sa femme sans raison. Et pourtant, chaque fois que je lui donnais un mot de passe, j'avais l'impression de perdre une clé, la clé d'un morceau de ma vie, la première humiliation véritable, la première qui m'a brûlée, s'est produite un dimanche de printemps. Nous étions tous les 3 à table. Le soleil entrait par la fenêtre, éclairant les petites fleurs violettes de ma nappe préférée. Un moment simple, presque heureux. Puis soudain, Claire a dit, « Tu veux que je t'aide à faire ton chèque, Jeanne? Tu te trompes souvent, tu sais. » Elle m'a dit ça devant Julien, comme si j'étais une enfant, comme si je n'étais plus capable d'écrire mon propre nom. J'ai senti mes joues chauffer. J'ai voulu répondre, protester, m'indigner, mais la honte m'a coupé la voix. Et Julien, il a juste haussé les épaules. « Elle ne veut que ton bien, maman. Ton bien. » Le prétexte parfait des manipulateurs. Ces petites humiliations se sont installées dans ma vie comme des araignées dans les coins d'une maison. On finit presque par ne plus les voir, mais on sait qu'elles sont là, qu'elles tissent leur toile, qu'elles attendent. À cette époque, je me sentais déjà moins sûre de moi, moins forte, moins écoutée. C'est ainsi que certains abus commencent, pas par la violence, pas par une gifle, mais par une suite de petites choses qui vous grignotent, jusqu'à ce que quelqu'un croie avoir le droit de prendre ce qui vous appartient. Et cette personne, dans mon cas, c'était ma propre belle-fille. Il y a toujours un moment précis où le voile tombe, un moment où l'on cesse d'excuser, d'espérer, de minimiser, un moment où l'on comprend vraiment que ce que l'on vit n'est pas de l'aide, mais une prise de contrôle. Pour moi, ce moment est survenu un mardi matin, à 10 heures, dans le bureau glacé de ma banque à Reims. Quelques jours après la fameuse procuration que Claire voulait me faire signer, j'avais essayé de me rassurer. Je me disais, être qu'elle s'inquiète vraiment pour moi. Être que je vois le mal partout. Être que je deviens susceptible. J'avais presque réussi à me convaincre, jusqu'à ce courrier. Un courrier blanc, banal, posé dans ma boîte aux lettres. L'entête de ma banque. Mon cœur a fait un bond. Je l'ai ouvert, debout dans mon entrée. Il était écrit « Confirmation du changement d'adresse de correspondance. Désormais, toute communication bancaire sera envoyée au domicile de Madame Claire D. » J'ai relu la phrase 3 fois, puis une 4e. Là, j'ai senti mes mains devenir froides. Je n'avais rien demandé. Je n'avais rien signé. Je n'avais rien autorisé. J'ai immédiatement appelé la banque. « Je ne veux pas changer mon adresse de courrier », ai-je dit avec calme, mais la personne au téléphone m'a coupé. « Madame, c'est déjà fait. » La demande venait d'un dossier complet, avec justificatif de domicile et signature. La vôtre, ma signature ? Oui, madame. Nous l'avons comparée au spécimen.
Elle correspond. Non. Impossible. Je n'avais rien signé. Rien. Rien. J'ai demandé un rendez-vous urgent. J'y suis allée le lendemain. Le bureau de la conseillère à la banque était froid, impersonnel, presque hostile. Elle m'a souri, mais j'ai senti une forme de condescendance dans sa voix. Cette condescendance qu'on réserve aux personnes âgées, qu'on pense dépassées. « Madame, vous êtes certaine de ne pas avoir signé ce document ?» Oui, j'en étais certaine comme on est certain de son propre nom. Elle a sorti la procuration d'adresse. J'ai regardé la signature. C'était bien mon nom, mais l'écriture avait quelque chose de rigide, trop régulier, comme imité. Mes mains tremblaient légèrement, mais mon esprit, lui, était clair, très clair. Ce n'est pas ma signature, ai-je dit. La conseillère a froncé les sourcils. Elle a retiré ses lunettes, observé le papier de plus près. Il manque effectivement une partie de votre paraphe habituel. J'ai levé les yeux vers elle. Une phrase est sortie de ma bouche, sans que je la contrôle. Ma belle-fille a-t-elle appelé à ma place? Elle a hésité. Nous avons eu plusieurs appels récents provenant de son numéro, oui. Mais elle disait « agir avec votre accord ». Alors tout s'est assemblé dans ma tête, comme un puzzle dont toutes les pièces s'alignent brutalement. Les codes qu'elle voulait, les mots de passe, les clés, les documents déplacés, les remarques. Pour ton bien, tu ne sais plus. Laisse-moi faire. Et maintenant, une signature falsifiée, sur un document bancaire, pour détourner mes courriers vers chez elle. J'ai senti une chaleur monter en moi, pas une colère violente. Non, une colère froide, une lucidité tranchante. Annuler immédiatement ce changement. Ai-je ordonné de ma voix la plus ferme? Bien sûr. Madame, elle a commencé à taper sur son clavier. Puis, hésitante, elle a ajouté « Puis-je vous demander si vous souhaitez mettre un mot de passe de sécurité sur votre dossier? Pour éviter toute intervention extérieure. » J'ai hoché la tête. « Oui. » « Faites-le. » Elle m'a demandé un code. J'ai écrit un mot simple. Le prénom de mon mari, Alain, celui que Claire ne pourrait jamais imaginer, parce qu'elle ne voyait en lui qu'un fantôme, derrière mes photos. En sortant de la banque, la pluie fine de Reims me fouettait le visage. Je n'ai pas ouvert mon parapluie. Le froid me réveillait, me ramenait à moi-même. Je marchais lentement, mais une certitude se formait en moi, solide, inébranlable. Ce n'était plus des petites humiliations, ce n'était plus des insinuations, ce n'était plus de la préoccupation familiale. C'était un acte concret, un acte grave, une usurpation, un abus. Et une phrase m'a traversé l'esprit, comme une lame. Si elle falsifie ma signature pour le courrier, jusqu'où ira-t-elle? J'ai pensé à ma maison, à mes comptes, à mon assurance vie, à mes papiers, à mon fils, si naïf face à elle. Et j'ai compris une chose. Si je ne faisais rien, elle détruirait ma vie à petits pas, comme elle avait déjà commencé à le faire. Mais la goutte d'eau finale, celle qui a fait déborder tout ce que j'avais enfermé en moi, est arrivée le soir même. J'ai reçu un appel de ma mutuelle. « Madame, nous avons bien reçu la demande de résiliation de votre contrat complémentaire santé. Pouvez-vous confirmer? » Résiliation, je me suis agrippée à la table. Je n'ai rien demandé. Pourtant, nous avons une demande écrite, datée, signée, avec votre nom complet. Encore une signature, encore un papier, encore une falsification. J'ai senti mon cœur se serrer. Cette fois, je n'ai pas douté une seconde. Claire voulait me rendre dépendante, fragile, sans protection, sans autonomie, sans défense. Peu. Être même voulait-elle me faire passer pour inapte, pour justifier sa prise de contrôle. C'est à ce moment précis que j'ai compris. Je n'étais plus en danger. J'étais déjà en train d'être dépossédée. Et ce soir-là, dans ma cuisine, j'ai murmuré à voix basse « Ça suffit. » Pour la première fois, j'ai senti la possibilité d'une guerre en moi. Une guerre silencieuse, mais nécessaire. Et c'est ce soir-là que je me suis dit « Je vais devoir me battre. Pour ma dignité, pour ma lucidité, pour ma vie. » La nuit qui a suivi l'appel de la mutuelle, je ne l'ai presque pas vu passer. Je suis restée assise dans la cuisine, la lumière tamisée, mes mains serrées autour d'une tasse de tisane devenue froide depuis longtemps. J'entendais le vent frapper doucement les volets, un bruit régulier qui m'aidait à réfléchir, ou plutôt
à affronter ce que je refusais d'admettre depuis trop longtemps. J'avais toujours cru que la vieillesse venait doucement, qu'elle s'installait comme une brume, fine, progressant lentement, laissant au cœur le temps de s'habituer. Je croyais que la vie allait me laisser le temps de me poser, de lire, de marcher dans le jardin, d'écrire quelques lettres à Alain, de profiter de mes fleurs. Mais non, la vieillesse, ce n'était pas la brume. C'était la façon dont les autres vous regardent. C'était la manière dont ils parlent pour vous. C'était la main qui se pose sur votre épaule pour vous écarter discrètement de vos propres décisions. Cette nuit-là, j'ai compris une chose essentielle. On ne devient pas faible en vieillissant. On devient faible quand quelqu'un décide de vous affaiblir. Et Claire avait décidé. Je me suis levée, lentement, et j'ai ouvert mon vieux buffet en bois. J'ai sorti le carnet noir que j'avais commencé à écrire juste après la mort d'Alain. Un carnet intime, souvent abandonné, parfois repris, où j'écrivais mes pensées les plus lourdes. Je l'ai ouvert à une page blanche, et j'ai écrit, avec une écriture moins assurée qu'autrefois, mais toujours la mienne. Claire imite ma signature. Changement d'adresse falsifié. Résiliation mutuelle, non demandée. Appels à la banque. Tentative de procuration forcée. En voyant ces mots alignés, j'ai ressenti une vague de vertige. Parce qu'écrit noir sur blanc, il semblait encore plus grave que dans ma tête. J'ai continué. Julien ne voit rien. Il me fait confiance, mais plus comme avant. Pour lui, je suis fatiguée, dépassée. Il croit Claire. Il croit qu'elle m'aide. Elle me détruit doucement. J'ai fermé les yeux. Une larme a roulé sur ma joue. Pas une larme de tristesse. Une larme de lucidité. Cette nuit-là, j'ai compris que si je voulais sauver quelque chose de ma vie, je devais le faire seule, sans attendre que Julien ouvre enfin les yeux, sans espérer que Claire change, sans croire que l'amour suffirait. Je devais me protéger moi-même. Je suis allée dans le salon et j'ai allumé une seule bougie. La maison était plongée dans cette lumière chaude et fragile qui fait ressortir les souvenirs. Sur le mur, la photo de mariage d'Alain et moi. Juste à côté, une photo de Julien enfant, tenant fièrement un cerf-volant bleu, et au-dessus du buffet, une photo de nous trois, prise avant l'arrivée de Claire. Un cliché heureux, simple, plein d'une lumière que je ne retrouve plus aujourd'hui. Je me suis assise dans le fauteuil d'Alain, et j'ai parlé à voix basse. Pas un monologue, plutôt une conversation avec lui, comme lorsque je venais chercher du courage. Alain, tu aurais vu ce qu'elle fait. Ma voix s'est brisée. Elle falsifie ma signature. Elle veut contrôler mes comptes. Elle me prend pour folle. Et Julien, il ne voit rien. Mon amour. Rien. Le silence de la maison m'a répondu. Mais ce silence-là me portait. Il disait, « Tu n'es pas folle. On t'efface. Voilà tout. Il est temps de te défendre. » J'ai essuyé mes yeux. C'était décidé. Je n'allais plus laisser quelqu'un d'autre écrire ma vie. Les jours suivants ont été rudes. Je me réveillais tôt, le cœur serré, avec la sensation d'être suivie par une ombre. Chaque fois que le téléphone sonnait, j'avais un sursaut. Et quand on frappait à ma porte, je retenais ma respiration. Mais en même temps, une énergie nouvelle circulait en moi. Une énergie que je croyais perdue. J'ai commencé à tout noter dans mon carnet. Les dates, les heures, les documents, les mots exacts que Claire utilisait, les moments où elle intervenait sans raison, les manipulations subtiles. Je photographiais mes papiers, je gardais les enveloppes, je faisais des copies. Je devenais, sans m'en rendre compte, la seule témoin de mon propre combat. Une nuit, alors que je n'arrivais pas à dormir, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai tapé abus de faiblesse, personne âgée France, une expression que je n'aurais jamais pensé écrire un jour. J'ai découvert que la loi protégeait les personnes vulnérables, que le code pénal parlait précisément de ce que je vivais, que ce n'était pas un caprice de vieille femme, que ce n'était pas être paranoïaque, que ce n'était pas mal interprété. C'était un délit, un vrai, punissable, reconnu. Et, en lisant ces lignes, j'ai senti une chaleur monter en moi. Pas la colère, pas la peur, mais la dignité. On voulait me réduire au silence. Mais la loi, elle, me donnait une voix. J'ai fermé mon ordinateur, j'ai mis ma main sur mon carnet noir.
et j'ai prononcé tout haut, pour la première fois, les mots qui allaient changer ma vie. Je ne serai pas une victime. Pas cette fois. Pas elle. Pas comme ça. Cette nuit-là, dans ma maison de Reims, j'ai pris une décision secrète, mais irrévocable. J'allais consulter quelqu'un, un avocat, un professionnel, un allié. Et ce que j'allais découvrir ensuite, ce que Claire préparait réellement, allait me confirmer que ma peur n'était pas une imagination. Quand on décide enfin de se défendre, vraiment se défendre, ce n'est jamais un geste brutal, ce n'est pas un cri, pas une porte qu'on claque, pas une vengeance spectaculaire. Non, la défense, la vraie, commence dans le silence, dans la précision, dans la lenteur. Elle commence comme un fil qu'on tire, patiemment, pour défaire la toile dans laquelle on est piégé. Moi, ce fil, je l'ai tiré un lundi matin, à Reims, en prenant un rendez-vous discret chez une avocate. J'ai choisi maître Lucie Brémond, pas parce qu'elle était célèbre, pas parce qu'elle avait un grand cabinet, mais parce qu'elle avait ce regard sérieux, droit, attentif, un regard qui écoute avant de juger. Je suis entrée dans son bureau, avec mon carnet noir serré contre moi, ce carnet que Claire ne verrait jamais. Assise en face d'elle, j'ai posé mes affaires, pris une respiration, et j'ai dit « Je crois qu'on essaye de me voler ma vie ». Elle n'a pas souri, elle n'a pas levé les yeux au ciel, elle n'a pas minimisé. Elle a simplement répondu « Expliquez-moi ». Alors j'ai tout raconté, les remarques, les petits gestes, les mots de passe demandés, les objets déplacés, la procuration forcée, la signature falsifiée, la demande de résiliation de mutuelle, la peur, le doute, la solitude. Et plus je parlais, plus ses sourcils se fronçaient. Quand j'ai eu terminé, elle a posé son stylo, puis a dit d'une voix nette « Madame, ce que vous décrivez correspond très exactement à une tentative d'abus de faiblesse. Vous avez bien fait de venir. Je me suis sentie vue, enfin, vue et entendue. Mais pour porter plainte, il faut des éléments solides, hâtés, elle ajoutait. Des preuves, des documents, des traces. Vous avez commencé un carnet? Oui. Continuez. Notez tout. Conservez les courriers. Faites des copies. Photographiez les documents suspects. Et surtout, ne signez plus rien chez vous. Cette phrase-là m'a transpercée. Ne signez plus rien chez vous. Comme si, dans ma propre maison, ma main pouvait être volée. Maître Brémond a poursuivi. Et si elle tente encore de vous mettre la pression, prévenez-moi. Je suis repartie de là plus droite, plus sûre, presque légère. J'avais une alliée. Et surtout, j'avais un cadre légal, un chemin. Ensuite, j'ai pris un autre rendez-vous, chez un notaire, Maître Perrin, un homme calme, méthodique, d'une politesse presque ancienne. Je lui ai parlé de ma maison, de mes comptes, de mes volontés. Je lui ai expliqué que je voulais tout mettre à jour pour clarifier. Ai-je dit, je n'ai pas prononcé le nom de Claire. Pas encore. Il a pris note, a ajusté ses lunettes et m'a posé 2 questions. Souhaitez-vous empêcher toute procuration future sans votre présence? Oui. Souhaitez-vous protéger votre patrimoine contre toute influence extérieure, même familiale? Oui. Il a hoché la tête. Alors nous allons tout revoir ensemble. Chaque acte, chaque papier. Et vous signerez tout ici, jamais ailleurs. J'ai ressenti un soulagement profond, un sentiment de reprise de contrôle, de retour chez moi. J'ai entrepris un travail plus difficile encore, réorganiser ma vie administrative. J'ai sorti toutes mes chemises, banque, mutuelle, assurance, impôts, maison, contrats divers. J'ai trié, daté, classé, vérifié. Chaque fois que je trouvais un document suspect, une date étrange, une intervention téléphonique que je n'avais pas faite, je notais dans mon carnet. En quelques jours, j'avais reconstitué une chronologie irréfutable. Une chronologie qui montrait, noir sur blanc, la montée progressive de son ingérence. Par mesure de sécurité, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre agence. J'ai transféré une partie de mes économies, celles qui n'interféraient pas avec les dépenses courantes. Un compte dont personne, pas même Julien, n'avait la connaissance. J'ai aussi changé mes codes, téléphone, ordinateur, boîte mail, impôts.
Je les ai écrits sur un petit papier que j'ai glissé dans un livre que seul moi ouvre. Les contes d'Andersen. Un cadeau d'Alain. Personne ne penserait à chercher là. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi un peu mieux. Mais le moment décisif est arrivé, lorsque Maître Brémond m'a rappelé. Madame, j'ai vérifié la procuration bancaire et la demande de résiliation de votre mutuelle. Les écritures présentent des irrégularités. J'ai également contacté la mutuelle. La demande avait été envoyée depuis une adresse IP correspondant au domicile de votre belle-fille. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, même si je le savais déjà. L'entendre de la bouche d'une professionnelle avait quelque chose de brutal. Madame, il faut aller plus loin maintenant. Vous êtes victime d'un abus. Le code pénal est très clair. Nous pouvons constituer un dossier. Si vous êtes prête, nous pouvons porter plainte. Prête? Je ne savais pas si j'étais prête. Je ne pensais pas être assez forte pour affronter ma propre belle-fille. Je ne savais pas comment Julien réagirait. Mais je savais ceci, si je ne le faisais pas, elle continuerait. Et un jour, il serait trop tard. Pour mes comptes, pour ma maison, pour ma dignité. Alors j'ai levé la tête. Ma voix était faible, mais ferme. Oui, maître. Je veux aller jusqu'au bout. Le lendemain matin, j'ai refermé mon carnet noir. J'ai pris mon manteau, mes papiers, ma respiration. Et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé dans ma jeunesse, ni même dans mon veuvage. Je suis allée au commissariat de Reims, et en ouvrant la porte, j'ai senti que ma vie basculait, pas vers la peur, pas vers la honte, mais vers la vérité. Le commissariat de Reims n'était pas un lieu que j'aurais imaginé un jour fréquenter. Une femme de mon âge, venue porter plainte contre sa propre belle-fille. Même en marchant dans la rue, ce matin-là, j'avais l'impression d'être hors de ma propre vie. Pourtant j'y suis entrée, et une fois la porte franchie, quelque chose en moi s'est ancré, une sorte de calme solide, comme celui qu'on ressent juste avant une tempête. L'agent derrière le comptoir a levé les yeux vers moi, un homme d'une 50aine d'années, le visage marqué mais doux. « Bonjour madame, que puis-je pour vous ?» J'ai posé mon sac, sorti mon carnet noir, mes copies, mes documents. Puis j'ai dit « Je viens porter plainte pour abus de faiblesse. » Il a cligné des yeux. Ce n'est pas une plainte qu'on entend tous les jours, encore moins venant d'une femme presque octogénaire, bien mise, calme, les mains pourtant serrées. « Asseyez-vous, madame. Expliquez-moi ce qui se passe. » Alors j'ai tout dit, méthodiquement, chronologiquement, sans laisser de flou. Je lui ai montré les signatures falsifiées, les lettres, les relevés, les documents modifiés, les dates, les appels, les traces laissées, malgré elle, les tentatives répétées de procuration. Plus je parlais, plus son expression changeait, moins de scepticisme, plus de sérieux, de l'inquiétude, même. Quand j'eus terminé, il referma son carnet. « Madame, ce que vous décrivez correspond très clairement à une stratégie d'emprise. Ce n'est pas anodin, et encore moins légal. Nous allons enregistrer votre plainte. » Il a tout noté, tout imprimé, m'a demandé de signer cette fois-ci. Ma main n'a pas tremblé. Puis il a conclu « Nous allons convoquer votre belle-fille pour une audition et continuer notre enquête. » Vous avez bien fait de venir. En quittant le commissariat, je sentais la pluie froide sur mon visage. Mais cette fois, elle ne me glaçait pas, elle me réveillait. Je pensais avoir quelques jours de répit avant que la nouvelle n'arrive à Claire. Je me trompais. 2 jours plus tard, alors que je préparais mon déjeuner, j'ai entendu la clé tourner dans la porte. J'ai sursauté. Je n'avais donné rendez-vous à personne. C'était elle. Elle est entrée, furieuse, les joues rouges, les mains crispées sur son sac. « Tu as osé ?» Elle a claqué la porte derrière elle. J'ai senti une vague de tremblement monter dans mes jambes, mais je suis restée debout. Le dossier que j'avais préparé était déjà sur la table. Je l'avais laissé là volontairement. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. « Tu es allé au commissariat ? Contre moi ?» Je n'ai pas répondu. Elle a fait 2 pas dans ma direction. « C'est ridicule, c'est pathétique. Tu ne comprends plus rien. Tu inventes, tu délires. Julien va apprendre ce que tu as fait. Et elle s'est interrompue.
Ses yeux sont tombés sur le dossier contenant toutes les preuves. Je l'ai doucement pivoté vers elle. Elle l'a ouvert. Elle a pâli. Ce n'est pas ce que tu crois. Sa voix tremblait. Pour la première fois depuis des années, elle tremblait. Je suis restée silencieuse. Mon silence valait 1000 mots. Elle a feuilleté les pages, les copies de documents, les comparaisons de signatures, les captures d'écran, les relevés bancaires, les transcriptions d'appels. Tout était là, organisé, incontestable. Qui t'a aidé? Athée, elle murmurait. La loi, ai-je répondu calmement. Elle a blêmi. Tu vas détruire la famille pour... Pour ça? Je n'ai rien dit, parce que ce n'était pas moi qui détruisais quoi que ce soit. C'était elle, depuis longtemps. Le moment le plus difficile a été l'arrivée de Julien. Il a débarqué le soir même, le visage bouleversé, la voix brisée. Claire lui avait tout raconté, ou plutôt, sa version des faits. Maman, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ne m'as pas parlé? J'ai posé sur la table le dossier, ouvert à une page clé, la signature falsifiée, authentifiée, comparée, expertisée. Julien a blêmi, lui aussi. Il l'a regardé, puis il m'a regardé, puis encore elle. Claire, c'est ton écriture? Elle s'est effondrée. Pas de honte, de panique. Je voulais juste aider, gérer, faciliter. C'est taille pour elle. Julien a reculé d'un pas, comme s'il réalisait que le sol sous ses pieds n'était pas stable depuis longtemps. Il a pris sa tête entre ses mains. Je ne comprends plus rien. Je me suis avancée. J'ai posé doucement ma main sur son bras. Tu n'as rien vu, mon fils. Parce que tu aimais. Parce que tu faisais confiance. Mais moi, je vivais ça tous les jours. Il a relevé les yeux vers moi. Des yeux d'enfant perdu. Et j'ai vu, dans ce regard, la brèche, la vérité qui s'ouvrait enfin. Claire a quitté la maison en claquant la porte, hurlant qu'elle se défendrait, que je le paierais, que j'étais folle. Je suis restée dans le couloir, droite, respirant lentement. Julien s'est approché. Il avait les yeux humides. Maman, je suis désolée. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas voulu voir. Je lui ai caressé la joue, comme quand il était petit. Tu vois maintenant. C'est tout ce qui compte. Il a hoché la tête, dévasté. Je serai là, pour tout ce qui vient. Je ne lui ai pas dit que ce qu'il venait de promettre, c'était la première pierre de notre reconstruction. Mais je l'ai senti. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans peur, sans tension, sans cette sensation d'avoir quelqu'un penché au-dessus de ma vie. Le piège s'était refermé, pas sur moi, sur elle, pas par vengeance, par justice. Je n'avais pas crié, je n'avais pas frappé, je n'avais pas humilié. J'avais simplement dit la vérité et laissé la loi faire son travail. Les jours qui ont suivi la confrontation ont été comme une onde de choc, pas une explosion nette et rapide, non plutôt une fissure profonde qui s'élargit lentement, sans bruit, mais de façon irréversible. Une fissure dans ma famille, une fissure dans mon fils, une fissure dans la vie que j'avais construite en croyant, naïvement, que l'amour suffisait à tout réparer. Dès le lendemain, Claire a commencé sa contre-attaque. C'était prévisible. Les manipulateurs n'acceptent jamais de perdre le contrôle sans se battre. Elle a appelé Julien en sanglots, puis sa mère, puis ses amis, puis même quelques voisins qui la connaissaient à peine. Elle leur répétait que j'étais confuse, affaiblie, mal entourée, influencée par un avocat avide. Elle disait que j'avais inventé, que j'étais perdue, que j'avais besoin d'aide. Elle s'inventait un rôle de victime admirable, prête à pardonner à une vieille femme qui ne se rend plus compte de rien. Elle jouait bien, très bien. Dans son récit, elle devenait presque une sainte. Et moi, un fardeau. Mais je restais calme, très calme. Je n'avais plus besoin de convaincre qui que ce soit. La plainte était déposée, l'enquête suivait son cours. Le reste n'était plus entre mes mains, et c'était un soulagement. Pendant une semaine, Julien a été pris entre deux mondes, entre deux femmes, entre deux vérités. On le voyait marcher dans le jardin, tête baissée, tournant en rond comme quelqu'un qui cherche une issue. Il venait tous les jours, sans prévenir. Il s'asseyait dans ma cuisine, prenait un café, fixait la table en bois, puis repartait sans avoir trouvé les mots. Un soir,
Il a enfin parlé. Je ne sais plus quoi penser, maman. Je lui ai tendu le dossier, pas pour le convaincre. Pour qu'il voie, qu'il lise, qu'il comprenne. Il est resté plongé dedans longtemps, très longtemps. Ses mains tremblaient doucement. Quand il a relevé la tête, ses yeux étaient rouges. Elle dit que tu mens. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu crois? Il a baissé les yeux. Une larme est tombée sur la table. Je crois que j'ai été aveugle. Je crois que tu as eu peur. Je crois que j'aurais dû être là. Je n'ai rien dit. Son aveu suffisait. Pendant ce temps, autour de nous, les rumeurs couraient déjà. Reims est une ville plus petite qu'on ne l'imagine. Tout s'y sait. Plus vite que dans une famille. Au marché, certaines personnes me regardaient avec un mélange de compassion et de curiosité. D'autres détournaient les yeux non pas par jugement, mais par gêne, comme si ma simple présence rappelait que la vieillesse peut être une proie. La voisine d'en face, Madame Girard, est venue frapper à ma porte. « Jeanne, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Je l'ai remerciée, mais j'ai ajouté « Ce n'est pas moi qui suis brisée. C'est autre chose qui casse. » Elle a compris. Elle n'a rien dit de plus. Et puis, il y a eu l'enquête, les convocations, les auditions, les questions précises, froides, administratives, claires et passées au commissariat. Elle en est sortie blanche comme un linge. Ce jour-là, j'ai compris qu'elle avait réalisé trop tard que son assurance n'effaçait pas les preuves, que son charme n'effaçait pas les signatures, que ses mensonges n'effaçaient pas les relevés bancaires. Elle a tenté d'appeler Julien. Il n'a pas répondu. Elle a laissé des messages. Il ne les a pas écoutés. L'effondrement avait commencé. Mais le plus dur, ce n'était pas Claire, c'était de voir mon fils, brisé à son tour. Un soir, il est arrivé chez moi, le visage défait. Elle est partie chez sa mère, m'a-t-il dit. Sa voix était neutre, trop neutre. Il a enlevé son manteau, s'est assis dans le fauteuil d'Alain, celui qu'il évitait depuis des années. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Quoi? Que tu étais un poids, que tu n'étais plus utile, que tu coûtais cher à maintenir, que c'était à elle d'anticiper l'avenir. J'ai senti quelque chose se déchirer en moi. Pas pour moi, pour lui, pour ce fils qui venait de comprendre que la femme qu'il aimait. Il a pris sa tête dans ses mains. Comment j'ai pu aimer quelqu'un qui pense comme ça? Je me suis approchée, j'ai posé ma main sur son épaule. Parce que tu es bon, Julien. Et les gens bons voient la lumière avant l'ombre. Il a secoué la tête, incapable de répondre. À partir de ce jour, Julien et Claire se sont éloignés. Pas d'un coup, pas par rupture, mais comme deux continents qui s'écartent lentement. Elle envoyait des messages secs, administratifs, presque froids. Il répondait par des phrases courtes, sans émotion. Elle tentait encore de manipuler. Il ne tombait plus dans le piège. La prise qu'elle avait sur lui s'était fissurée, et chaque fissure révélait un peu plus de vérité. Et moi, je regardais tout cela de loin, sans intervenir, sans pousser, sans influencer. Ce n'était plus mon combat. Je n'avais pas à choisir pour lui. Je n'avais plus à le protéger de ses propres illusions. Je n'étais plus dans la guerre. J'étais déjà dans l'après. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait en silence sur Reims, Julien est venu dîner. Nous avons mangé une soupe chaude. Puis, il a levé les yeux vers moi et a dit « Tu sais, maman. » Non, non. Tu as juste révélé ce qui n'allait plus depuis longtemps. Claire. Ce n'était pas une famille. C'était une façade. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas à moi de juger. Il a ajouté « Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je veux que tu saches une chose. Je ne te laisserai plus jamais seule face à quelqu'un qui veut te réduire. » Je l'ai regardé longtemps. Dans ses yeux, j'ai vu une maturité nouvelle, un homme qui renaît de ses illusions, un fils qui revient vers sa mère, non par culpabilité, mais par lucidité. C'était cela, le véritable éclatement familial, non pas la destruction, mais la révélation. La vérité avait fait tomber un monde, mais elle en reconstruisait un autre, un monde où je pouvais respirer, un monde où Julien voyait clair, un monde où Claire n'avait plus d'emprise. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis dit, je vais pouvoir vivre, vraiment vivre. Après l'éclatement, après les cris étouffés, les portes qui claquent, les vérités arrachées comme des épines, il reste toujours un vide étrange, un vide
presque confortable. Pendant des semaines, j'ai avancé dans ma maison, comme si j'explorais un territoire oublié. Je découvrais des choses simples, le silence véritable, les matins sans tension, les repas sans peur d'être jugés, les après-midi où personne n'attend que vous fassiez une erreur. C'était comme réapprendre à respirer, pas une respiration courte et nerveuse, mais une respiration profonde, vivante, pleine. Je me levais plus tôt qu'avant. Je faisais chauffer un café, ouvrais les volets lentement, et je laissais la lumière entrer sans craindre qu'on me reproche de gaspiller l'énergie. Ces petites choses, qui semblent insignifiantes, étaient devenues pour moi des victoires. J'ai recommencé à marcher dans les rues de Reims. Au début, j'avais le pas hésitant. Je craignais de croiser quelqu'un qui me poserait des questions, quelqu'un qui saurait, quelqu'un qui me regarderait avec pitié. Mais non, la ville, comme toujours, m'a accueilli avec douceur. Je passais devant la cathédrale. Je m'arrêtais souvent. Je levais les yeux vers les sculptures. Alain aimait dire que chaque statue portait un secret, et que les murs gardaient ce que les gens n'osaient pas dire. Ce jour-là, j'ai murmuré. J'ai tenu, Alain. J'ai tenu bon. Et le vent m'a répondu avec un souffle tiède, comme un signe. Chez moi, j'ai repris possession des pièces, une par une. J'ai ouvert les placards. J'ai remis mes objets là où je voulais. J'ai jeté les post-it que Claire avait collés partout. Pensé au paiement, papier à renouveler, appelé assurance. Chaque post-it arraché était comme un petit bout de sa voix que je retirais de ma vie. Dans ma chambre, j'ai retrouvé un vieux foulard bleu, un cadeau d'Alain. Je l'ai noué autour de mon cou. Il sentait encore un peu la lavande. J'ai souri. Un vrai sourire. Un sourire de femme qui se retrouve. J'ai aussi repris une habitude que j'avais abandonnée depuis longtemps. Écrire. Pas des plaintes, pas des preuves, pas des dates, pas des traces du passé. J'écrivais pour moi, pour la première fois, depuis la mort d'Alain. J'ai acheté un nouveau carnet, cette fois bleu pâle. Sur la première page, j'ai écrit « Nouvelle vie ». À 78 ans, on peut encore commencer quelque chose. Ça m'a émue, parce que c'était vrai, parce que je m'étais cru finie, parce que je m'étais cru dépassée. Et pourtant, je renaissais. J'ai commencé à noter mes promenades, mes recettes, les fleurs de mon jardin. J'ai retrouvé le plaisir simple de placer quelques mots sur le papier et de les regarder s'aligner comme un chemin. Julien venait me voir souvent. Il arrivait sans prévenir, parfois le soir, parfois le matin. Il n'était plus l'homme nerveux, tiraillé, partagé. Il était plus calme, plus sage. Aussi, un jour, alors que nous buvions un thé dans la cuisine, il m'a dit « Maman, tu sais, je crois que je t'ai redécouverte. » « Comment ça ?» ai-je demandé. « Je t'ai vue toujours comme une maman, comme quelqu'un qui encaisse, qui pardonne, qui rassure. Mais je ne t'avais jamais vue comme une femme qui se bat. » J'ai ri doucement. Il faut croire que j'ai appris tard. Non, athée, il répondit. Tu as appris au bon moment. Il n'a pas toujours parlé de Claire. Il n'en avait pas la force. Mais je voyais, dans ses silences, dans ses regards perdus, dans ses phrases inachevées, qu'il reconstruisait lui aussi un morceau de sa vie. Je ne l'ai pas pressé. Je ne l'ai pas jugé. Les blessures d'un amour trompé mettent du temps à cicatriser. Mais il revenait. Et c'était déjà beaucoup. J'ai aussi changé un détail essentiel dans ma vie. Le téléphone. Avant, quand il sonnait, j'avais une boule dans la gorge. J'avais peur que ce soit Claire. J'avais peur de ses ordres, de son ton sec, de son contrôle. Maintenant, quand il sonne, je respire, parce que je sais que plus rien ne dépend d'elle, qu'elle ne peut plus me faire de mal, qu'elle n'a plus accès à rien. La plainte avait créé une frontière légale, une frontière psychologique, et je l'avais franchie. J'ai recommencé à cuisiner pour moi seule. Des plats simples, une soupe de poireaux, un gratin dauphinois, une tarte aux pommes. Je mettais la radio. Je laissais la musique envahir la cuisine. Je chantonnais même parfois. Je redécouvrais des plaisirs oubliés. Un après-midi, en rangeant un tiroir, j'ai trouvé une vieille photo d'Alain et moi, prise au bord de la Vesle. Je me suis assise sur le lit, et j'ai pleuré. Mais cette fois, c'étaient des larmes douces. Tu serais fière de moi, ai-je murmuré. Et je crois que c'était vrai. La vraie renaissance, pourtant, a eu lieu dans mon jardin. Un matin de mars,
Alors que les premières primes verts pointaient, j'ai mis mes gants, pris ma pelle. La terre sentait bon. Elle était lourde mais vivante. Je me suis penchée. J'ai planté quelques bulbes de tulipes, les fleurs préférées d'Alain. En me relevant, un rayon de soleil m'a touché en plein visage. J'ai fermé les yeux, j'ai senti la chaleur sur ma peau. Et j'ai compris, très clairement, je suis encore là, je suis encore moi. Et personne n'aura plus jamais le droit de me voler ça. La plainte suivait son cours. Les procédures continuaient. Mais pour moi, l'essentiel n'était plus là. L'essentiel, c'était cette vie nouvelle, construite morceau par morceau, dans la lenteur, dans la lumière, dans la vérité. Et un soir, en regardant la cathédrale s'illuminer depuis ma fenêtre, j'ai soufflé une phrase simple, mais qui portait tout le poids de ma renaissance. Je ne regrette rien. Pas même de m'être battue tard. L'important, c'est de s'être battue. Je n'étais plus sous emprise, plus une proie, plus un silence forcé. J'étais une femme nouvelle, une femme libre, une femme debout. Le soir où tout s'est enfin calmé, j'ai compris que ce qui m'attendait désormais n'était ni une victoire éclatante, ni un triomphe bruyant. La justice, la vraie, n'est jamais une fête. Elle est une porte qu'on referme doucement derrière soi pour pouvoir avancer sans trembler. Ce soir-là, la maison était silencieuse, un silence que je reconnaissais, pas celui de la peur, pas celui du doute, pas celui où l'on écoute les pas dans le couloir, en se demandant si l'on va être interrompu, surveillé, corrigé, un silence simple, un silence qui n'appartenait qu'à moi. Je me suis assise dans le fauteuil d'Alain, celui que j'avais remis à sa place après le départ de Claire. J'ai posé mes mains sur les accoudoirs, usées aux endroits exacts où les doigts d'Alain s'étaient posés pendant des années. La lumière tamisée du lampadaire formait un halo doux autour de moi. La maison semblait respirer à nouveau, comme si elle aussi avait été débarrassée d'un poids. Je me suis parlé à moi-même, comme on ouvre un tiroir trop longtemps fermé. Tu vois, Jeanne, tu n'as pas disparu, tu n'as pas été effacée. Les mots ont résonné en moi, plus fort que je ne l'aurais cru. Pendant des mois, j'avais eu peur de devenir invisible, peur que l'on décide pour moi, peur d'être considérée comme faible, inutile, encombrante, peur que ma propre famille me réduise à un dossier administratif à gérer, et pourtant, j'étais là, vivante, debout, lucide, libre. J'ai pris le carnet bleu pâle, celui où je notais désormais les moments doux de ma nouvelle vie. Je l'ai ouvert, et sur une page blanche, j'ai écrit « Ce soir, je choisis la paix après la peur, la paix après le combat, la paix sans condition. » J'ai pensé à Julien, à sa détresse, à sa lente prise de conscience, à son courage de voir ce qu'il ne voulait pas voir. Il n'était pas parfait, moi non plus. Personne ne l'est, mais il était revenu, revenu vers moi, vers la vérité, vers l'amour que nous avions perdu, sous les couches d'un mensonge qu'il n'avait pas su reconnaître. Il n'y avait pas de rancœur en moi, seulement une tendresse douce amère, celle que l'on ressent quand on retrouve un chemin après s'être égaré longtemps. Le dossier judiciaire suivait son cours. Je savais que la route serait longue, que Claire tenterait peu, être encore de manipuler, de se défendre, de se justifier. Je savais que la procédure pourrait durer des mois, mais, étrangement, cela ne me faisait plus peur, parce que la partie la plus difficile était déjà derrière moi. Oser parler, oser dire non, oser dénoncer. Je n'avais plus besoin de hurler, je n'avais plus besoin de convaincre. La machine judiciaire avait pris le relais. Et moi, je pouvais enfin me reposer. Je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert la fenêtre. Le vent froid de Reims est entré, portant avec lui une odeur de terre humide et de nuit profonde. Je me suis penchée légèrement. Dans le jardin, mes tulipes pointaient déjà, malgré la saison encore froide, de petites lueurs de couleur, timides mais déterminées. Et je me suis dit, c'est exactement comme ça que je veux vieillir, pas dans la peur, mais dans la clarté, pas en m'effaçant, mais en me tenant droite, même doucement. Avant de fermer les volets, j'ai murmuré un mot adressé à Alain, comme tous les soirs où je voulais sentir sa présence. Tu serais fier, fier de moi, fier que je n'ai pas laissé quelqu'un détruire notre vie, notre maison, notre mémoire. Puis j'ai ajouté, plus bas encore,
Je me suis battue, mon amour, et j'ai gagné la seule guerre qui comptait, celle contre le silence qui tue les femmes âgées, lentement, discrètement, sans bruit. Je suis retournée dans le salon. La bougie sur la table s'était consumée presque entièrement, laissant une petite coulée de cire blanche. Je l'ai regardée un instant, une flamme qui me ressemblait, fragile, mais tenace, minuscule, mais capable de brûler longtemps. Alors, sans hésiter, sans trembler, j'ai soufflé la flamme, pas pour plonger la maison dans l'obscurité, mais pour marquer la fin d'un chapitre, la fin d'une lutte, la fin d'une ombre. Et dans ce noir doux, apaisant, j'ai souri, parce que je savais que désormais, chaque matin serait différent. Chaque matin serait une victoire silencieuse. Chaque matin serait une preuve que je n'avais pas été vaincue. Je me suis dirigée vers ma chambre, lentement, en savourant chaque pas. Et juste avant de fermer la porte, j'ai prononcé à voix basse la seule phrase capable de résumer tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais surmonté, tout ce que j'avais reconquis. Le silence peut aussi être une forme de justice.